Je m'appelle Camille et j'ai 32 ans. Il y a 2 mois, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital pour découvrir que ma fille nouveau-née était soignée par une inconnue parce que ma propre mère avait préféré une soirée au casino à sa petite fille. Pendant 9 ans, j'ai secrètement envoyé 4 000 € à mes parents chaque mois. Cela représente presque un demi-million d'euros. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a dit merci. Puis est venue la nuit où j'étais aux urgences avec un poumon perforé et 3 côtes cassées. Ma petite fille était seule en unité de soins intensifs néonataux et ma mère a dit à mon mari que Camille avait toujours ses urgences et que ma sœur n'avait jamais ses problèmes. 3 heures après avoir annulé chaque virement, mon grand-père est entré dans ma chambre d'hôpital avec un dossier épais et ce qu'il a dit ensuite a tout changé. J'avais 24 ans et je venais de terminer mes études. Mon premier vrai salaire venait d'arriver sur mon compte et je me souviens avoir regardé le chiffre comme si c'était un miracle. Puis mon téléphone a sonné. Camille, la voix de maman tremblait, elle pleurait. C'est ton père, il a eu un petit accident vasculaire cérébral. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce qu'il va bien? Il est stable mais chérie, nous n'avons pas de bonne mutuelle, les factures médicales s'accumulent et nous sommes déjà en retard sur le crédit immobilier, il parle de saisie. J'ai serré le téléphone plus fort. De combien as-tu besoin? Je déteste te demander cela, tu viens de commencer à travailler mais tu es la seule qui puisse sauver cette famille, 2 000 € par mois. C'est ce que nous avons convenu. J'ai mis en place le virement automatique le soir même. Encore une chose m'a dit maman avant de raccrocher, ne le dis pas à ton père, il aurait trop honte, cela reste entre nous. J'ai accepté, bien sûr que j'ai accepté. Quel genre de fille n'aiderait pas sa famille? Elle n'a jamais dit merci, ni ce premier soir ni jamais. Au lieu de cela elle disait que c'est ce que font les filles. 3 jours plus tard je parcourais Instagram et Léa avait posté une nouvelle photo. Elle tenait un sac Chanel en souriant à la caméra avec une légende disant la meilleure maman du monde, elle savait que j'avais besoin d'une thérapie par le shopping après ma rupture. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. J'ai failli appeler maman pour lui poser des questions à ce sujet. Presque. Mais ensuite je me suis dit que le sac était peut-être en solde ou que Léa souffrait vraiment et que j'étais égoïste de douter. C'était le premier mensonge que je me racontais et ce ne serait pas le dernier. La 3e année le montant est passé à 3 000 €. Léa veut suivre une formation de marketing de luxe a expliqué maman, elle a enfin trouvé sa passion, elle veut devenir influenceuse. La 5e année nous en étions à 4 000 € car la maison avait besoin de réparation et la santé de mon père ne s'améliorait pas. Je n'ai jamais posé de questions. J'ai juste ajusté mon budget, annulé mon abonnement à la salle de sport, arrêté de manger au restaurant et pris des missions de conseil en freelance le week-end juste pour que les chiffres fonctionnent. Julien et moi sortions ensemble depuis 2 ans à l'époque et il a remarqué quelque chose. Camille, quand allons-nous parler d'acheter un appartement ensemble? Bientôt j'ai dit, j'ai juste besoin d'épargner un peu plus. Il n'a pas insisté. Mais un soir de Noël après avoir rendu visite à mes parents il m'a demandé si j'avais remarqué que ma mère ne demandait jamais comment j'allais. J'ai ri pour évacuer le sujet en disant qu'elle était juste occupée. Elle a passé 40 minutes à parler des abonnés Instagram de Léa et n'a pas mentionné ta promotion une seule fois. Je n'avais pas de réponse à cela. Ce que j'avais c'était un souvenir d'il y a 4 ans quand mon grand-père Étienne m'a appelé à l'improviste. Maman disait toujours qu'il était trop occupé pour nous voir et qu'il ne se souciait pas de la famille. Mais ce jour-là sa voix était douce et prudente. Camille, je dois te demander si tu es heureuse et si ta mère est bonne avec toi. J'ai hésité car son ton me mettait mal à l'aise. Oui grand-père, tout va bien. Il est resté silencieux un moment puis il a dit que si jamais cela changeait je devais l'appeler. J'ai promis puis j'ai raccroché et j'ai oublié. Je n'aurais pas dû. La grossesse a tout changé. J'avais 31 ans quand j'ai vu ces 2 lignes roses. Julien a pleuré et j'ai pleuré aussi. Pour la première fois depuis des années j'ai senti quelque chose changer en moi. J'ai commencé à faire des calculs que j'évitais, 4 000 € par mois multipliés par 12 mois sur 9 ans faisait 432 000 €. J'aurais pu acheter une maison ou ouvrir un compte d'épargne pour les études de mon enfant ou prendre des vacances qui ne soient pas juste un long week-end. Mais j'ai repoussé cette pensée. Ce qui comptait maintenant c'était le bébé.
J'ai appelé maman pour lui dire la bonne nouvelle et elle a répondu qu'elle commençait à s'inquiéter que je ne lui donne jamais de petits-enfants. J'ai laissé passer ce commentaire. J'avais quelque chose de plus difficile à dire. Maman, je dois parler des virements mensuels car avec l'arrivée du bébé Julien et moi devons économiser, je pensais réduire à 2500 € pendant un certain temps. Un silence de 20 secondes a suivi. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi Camille, sais-tu quel médicament ton père prend et ce qu'il coûte, tu ne penses qu'à toi. Je n'ai pas réduit le montant. Avant de raccrocher, j'ai entendu la voix de papa en arrière-plan, calme et fatigué, disant Linda, peut-être devrions-nous la laisser faire. Robert reste en dehors de ça, a crié maman avant que la ligne ne soit coupée. C'était un petit moment que j'ai failli oublier, mais avec le recul je pense que papa commençait déjà à craquer. Ce soir-là je n'arrivais pas à dormir et j'ai parcouru le profil Facebook de maman où elle était au spa avec ses amis avec des tranches de concombre sur les yeux et une légende sur le dimanche bien-être. La même semaine elle me disait que les ordonnances de papa les ruinaient. J'ai regardé cette photo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Julien m'a trouvé en larmes à 2 heures du matin et j'ai menti en disant que c'était les hormones. Un autre mensonge qui devenait de plus en plus facile à dire. Enceinte de 7 mois et épuisée, j'envoyais toujours l'argent. Julien m'a fait asseoir un soir avec un tableur ouvert sur son ordinateur. Il avait tout suivi, chaque virement, chaque excuse, chaque fois que j'avais dit juste un mois de plus. Camille, c'est le prix de 2 appartements en province ou toutes les études de Chloé ou 20 ans d'épargne retraite. J'ai commencé à les défendre mais il a tourné l'ordinateur vers moi en montrant que maman avait posté des photos de son nouveau salon le mois dernier et que ma sœur revenait de Saint-Tropez. Je n'avais pas de réponse. Julien a dit calmement qu'il ne me disait pas quoi faire mais que je devais me demander ce que notre fille apprendrait si je continuais, que sa mère est un distributeur automatique ou que la famille signifie donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je voulais argumenter mais il avait raison. J'ai murmuré « et s'il me déteste si j'arrête ?» Julien a pris ma main en disant qu'alors je saurais enfin ce que je vaux pour eux. Je n'étais pas prête à le découvrir mais l'univers a une façon de forcer la main. 2 mois plus tard je gisais dans un lit d'hôpital avec un poumon affaissé et la voix de ma mère résonnant dans le téléphone de mon mari disant que j'avais toujours ces urgences. Le jeudi 17 octobre à 21h47 je me souviens de l'heure exacte car je venais de vérifier mon téléphone. Julien avait envoyé un message me disant de conduire prudemment. J'étais enceinte de 36 semaines et épuisée par une réunion tardive. La pluie tombait fort près de Lyon transformant les phares en taches floues. J'étais à 5 km de la maison à l'intersection de la rue principale. J'avais le feu vert, je m'en souviens clairement. Le camion utilitaire a grillé le feu rouge. Je ne l'ai même pas vu venir. Une seconde je pensais à un bain chaud et au sommeil, la suivante le métal hurlait et le verre explosait. J'ai ressenti l'impact dans mes os et dans ma poitrine là où ma fille était censée être en sécurité. Mon airbag s'est déployé et j'ai senti quelque chose craquer. Je ne pouvais plus respirer et chaque inspiration était un brasier. À travers la vitre brisée j'ai entendu des sirènes au loin. Ma main a trouvé mon ventre, toujours rond mais je ne savais pas si elle bougeait. Tout faisait trop mal. Une lampe de poche a éclairé mon visage et une voix a dit qu'elle était enceinte et qu'il fallait faire vite. J'ai essayé de dire de la sauver elle d'abord mais aucun son n'est sorti. La dernière chose que j'ai vue était le visage d'un jeune pompier effrayé et ma dernière pensée a été de la protéger elle. Ensuite le néant. Je ne me réveillerai que 14 heures plus tard pour apprendre de quoi ma famille était faite. Julien était en déplacement à Bordeaux quand son téléphone a sonné. Il était dans sa chambre d'hôtel quand l'hôpital l'a appelé pour lui dire que j'avais eu un accident grave. Il ne se souvient pas d'avoir fait ses bagages ou d'avoir appelé la compagnie aérienne, seulement d'avoir couru dans l'aéroport en suppliant pour un vol plus tôt. On lui a dit que le prochain départ était dans 6 heures. Il demandait sans cesse si nous étions en vie. On lui a répondu que j'étais en chirurgie pour une césarienne d'urgence et que le bébé était en néonatologie tandis que j'avais un poumon perforé et des hémorragies internes. Julien s'est senti s'effondrer au milieu de l'aéroport. Sa femme était inconsciente et sa fille seule alors qu'il était à des centaines de kilomètres. Il a fait la seule chose possible et a appelé ma mère qui vivait à 20 minutes de l'hôpital. Elle aurait pu être là avant la fin de la chirurgie pour tenir Chloé.
Le téléphone a sonné 4 fois et la voix de maman était joyeuse. Julien a annoncé l'accident et la chirurgie. Elle a eu un hoquet de choc sincère demandant si j'allais bien. Julien l'a supplié d'y aller car il ne pouvait pas être là avant 6 heures. Il y a eu une pause trop longue. Dans le fond, Julien a entendu des tintements électroniques de machine à sous. Il lui a dit que sa petite fille était seule et maman a répondu que Léa était en croisière et qu'elle avait promis de garder son chat car l'animal était anxieux tout seul. Julien a ri nerveusement pensant à une blague. Il lui a rappelé que sa fille était en soins intensifs. Maman a pris une voix froide et agacée en disant que Camille avait toujours ses problèmes alors que Léa était si organisée. Elle a ajouté que si Camille ne travaillait pas aussi tard cela ne serait pas arrivé. Julien a crié qu'un camion avait brûlé un feu rouge mais maman a répondu que les hôpitaux exagéraient toujours et qu'il fallait la rappeler demain quand les choses se seraient calmées. Les machines à sous ont retenti encore plus fort. Elle n'essayait même pas de le cacher. « Tu es au casino » a dit Julien. Elle a répondu qu'elle passait une soirée entre amis et que ce n'était pas un crime puis elle a ajouté que Julien l'avait épousée et que c'était sa responsabilité à lui maintenant avant de raccrocher. Julien a regardé son téléphone puis il a appelé un contact enregistré des mois auparavant au cas où, Étienne Morel mon grand-père. À 78 ans il a décroché à la 2e sonnerie. Je me suis réveillée sous des lumières fluorescentes avec un tube dans la gorge. Tout me faisait mal. Une infirmière s'est penchée sur moi pour me dire que j'étais en réanimation et que ma fille était vivante, petite mais forte. J'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Ils ont retiré le tube 1 heure plus tard et j'ai demandé où étaient mon mari et ma mère. L'infirmière a hésité et cette hésitation m'a tout dit. Aucune famille n'est encore venue madame. Ma fille était née et personne n'était venu. J'ai demandé mon téléphone sauvé de l'épave. L'écran était fissuré mais il fonctionnait. Aucun appel de maman, aucun message. Mais il y avait une notification Instagram de Léa datant d'il y a 3 heures montrant un selfie sur le pont d'un navire avec un cocktail et une légende sur les bonnes vibrations des Caraïbes. J'ai posé le téléphone et j'ai demandé à engager une infirmière de nuit privée pour rester avec ma fille jusqu'à l'arrivée de Julien. Une femme nommée Maggie est arrivée 40 minutes plus tard. Elle était chaleureuse et compétente. Elle a lu mon dossier et m'a regardé avec surprise en demandant si j'étais la petite fille d'Étienne Morel car il disait souvent que son plus grand regret était de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle a griffonné son numéro sur un papier au cas où je changerais d'avis. Je ne savais pas que quelqu'un avait déjà passé l'appel. Après son départ, je suis restée seule dans le noir avec mon bras dans le plâtre. Chaque respiration était une agonie mais mon esprit était plus vif que jamais. J'ai ouvert mon application bancaire avec ma main gauche et j'ai chargé l'historique des transactions. 9 ans de virements automatiques de 4 000 € sans un seul merci. J'ai cliqué sur gérer les virements. La voix de maman résonnait dans ma tête disant que c'est ce que font les filles. Mais que font les mères quand leurs filles sont en sang aux urgences? Elles viennent. J'ai appuyé sur annuler le virement et confirmer le choix. 9 ans de sacrifice terminés en 3 clics. Pour la première fois depuis une décennie, j'ai senti ma poitrine se libérer. 3 heures plus tard, la porte s'est ouverte et mon grand-père est apparu. Il était exactement comme dans mes souvenirs, grand avec des cheveux argentés et le regard d'un homme qui a passé sa vie à juger les gens depuis un tribunal. Camille, ma petite fille, je suis venue aussi vite que possible. J'ai éclaté en sanglots. Il a pris ma main valide et m'a dit qu'il était là maintenant. Cela faisait 4 ans que je ne l'avais pas vu car maman trouvait toujours des excuses. J'ai balbutié que maman disait qu'il ne voulait pas me voir. Sa mâchoire s'est crispée et il a répondu qu'elle lui disait la même chose à mon sujet. Julien m'a appelé et m'a dit ce que ta mère a osé dire au téléphone. Il a sorti un dossier épais de son manteau. Camille, je sais pour l'argent depuis un moment. Il a ouvert le dossier contenant mes relevés bancaires qu'il avait obtenus par ses propres moyens. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé. Il a expliqué qu'il avait fait la même erreur avec ma grand-mère en restant silencieux devant les problèmes familiaux en espérant qu'ils se règlent seuls. Il pensait bêtement qu'en laissant assez de liberté à maman elle finirait par choisir de mieux agir mais elle s'en était servie pour m'enchaîner. Il a ajouté qu'il ne ferait pas la même erreur 2 fois. Sais-tu ce qu'elle dit de toi dans les réunions de famille, a-t-il demandé. Elle dit que tu es trop occupé et égoïste et que tu refuses d'aider pour les factures médicales de ton père.
J'étais sous le choc car je payais tout. Il a sorti une chaîne de mains montrant que maman lui avait demandé de changer son testament pour tout léguer à Léa sous prétexte que j'avais un mari riche et que je n'avais besoin de rien. Pendant ce temps je travaillais 60 heures par semaine pour elle. Je me sentais physiquement mal. Grand-père a ajouté que ce soir elle avait montré son vrai visage. La porte s'est ouverte à nouveau et mon père Jean-Pierre est apparu les yeux rouges. Il a dit que c'était lui qui avait appelé grand-père car il ne pouvait plus se taire. Puis maman est entrée avec un chemisier en soie et un maquillage complet. Elle sentait le parfum cher. Elle s'est figée en voyant grand-père et papa. Elle a immédiatement joué la comédie en se précipitant vers moi en criant « Camille, mon bébé, je suis venue dès que j'ai pu ». J'ai regardé l'horloge, il était presque 4 heures du matin, soit 6 heures après l'accident. Grand-père lui a demandé froidement où elle était. Elle a bégayé à propos des embouteillages mais papa a dit calmement qu'elle était au casino car il avait suivi son téléphone. Maman a eu un sourire dangereux en demandant si elle n'avait pas le droit d'avoir des amis. Grand-père a rappelé que sa fille était en chirurgie et son gendre en détresse. Maman a essayé de me convaincre que Julien exagérait toujours mais j'ai dit stop. Je lui ai dit que je savais tout ce qu'elle avait dit et de ne pas compter sur moi pour la sauver cette fois. Le silence était étouffant. Grand-père a montré les relevés de 432 000 € en disant qu'elle avait volé la sécurité financière de sa propre fille pour des spas et des sacs de luxe pour Léa pendant que Camille sautait des repas pour payer le loyer. Papa a avoué qu'il savait et qu'il était lâche mais que ce soir au casino quand maman a ri après l'appel de Julien en disant que Camille s'en sortirait comme toujours il avait craqué. Maman a crié à la trahison mais papa a répondu qu'il choisissait ce qui était juste pour la première fois en 30 ans. Grand-père a annoncé qu'il allait voir son avocat pour changer son testament et que maman et Léa n'auraient rien car elles avaient transformé leurs enfants en ressources à exploiter. Maman a essayé de me supplier en disant que nous étions une famille mais je l'ai regardée et je lui ai dit que je l'avais aidée pendant 9 ans et que c'était fini. Elle pleurait mais je ne savais plus si c'était vrai. 4 semaines ont passé et mes côtes ont guéri. Chloé est devenue plus forte chaque jour. La vie a trouvé un nouveau rythme sans que l'argent ne quitte mon compte. C'était étrange au début comme un membre fantôme mais c'était la paix. Maman a laissé des messages de plus en plus désespérés pour rencontrer Chloé. J'ai accepté une seule chance pour la fête du premier mois de ma fille. Julien était inquiet mais je voulais en avoir le cœur net. La fête a commencé et tout le monde était là sauf maman qui est arrivée avec 45 minutes de retard accompagnée de Léa que je n'avais pas invitée. Maman jouait la grand-mère parfaite mais ses yeux cherchaient sans cesse grand-père. Je suis allée à la cuisine et j'ai entendu Léa chuchoter à maman qu'elle avait besoin de cet argent et maman lui a répondu de lui laisser une ouverture pour convaincre grand-père. Tout n'était qu'une mise en scène pour l'héritage. Je suis retournée au salon et j'ai vu maman acculer grand-père près de la fenêtre. Elle ne s'était pas rendue compte que le micro de la machine de karaoké était resté allumé. Sa voix a résonné dans toute la pièce disant que Léa avait plus besoin de l'héritage que Camille et qu'il fallait reconsidérer le partage. Toute la salle est devenue silencieuse. 20 paires d'yeux l'ont fixée. Quand elle a vu le micro et le voyant rouge, elle est devenue livide. Une de mes collègues a demandé si elle osait vraiment faire du lobbying pour l'argent lors de la fête de sa petite fille. Grand-père a dit haut et fort que sa fille ne voyait pas ses enfants comme des personnes à aimer mais comme des ressources. Je me suis levée et j'ai dit à maman devant tout le monde que je lui avais donné une dernière chance non pas parce qu'elle avait changé mais pour être sûre de mon choix. J'ai révélé le montant total de l'argent envoyé et son comportement la nuit de l'accident. J'ai ajouté que je ne faisais pas cela par colère mais par amour pour ma fille et pour moi-même car quelqu'un aurait dû l'arrêter il y a longtemps. Je lui ai dit de ne plus appeler et de ne plus venir. Maman a explosé en me traitant d'ingrate mais personne ne l'écoutait plus. Papa l'a emmenée de force en disant qu'ils avaient fait assez de dégâts. Elle est partie en me disant que je le regretterais mais je savais que c'était faux. 2 semaines plus tard le testament était modifié avec 70% pour moi en fiducie pour Chloé et une condition de thérapie pour maman. Sans mes virements leurs finances ont plongé. Léa a dû trouver son premier vrai travail à 29 ans dans une boutique de vêtements. Papa m'appelle parfois et il commence à poser des limites à maman. Grand-père vient chaque dimanche pour lire des histoires à Chloé. L'argent économisé a permis de rembourser notre crédit et de partir en vacances dans un chalet à la montagne.
J'ai appris que la culpabilité n'est pas l'amour et qu'on ne peut pas s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. En choisissant ma propre valeur, j'offre à Chloé le plus beau des cadeaux, une mère qui sait ce qu'elle mérite. Je me sens enfin libre. Cette histoire est un rappel puissant que les liens du sang ne justifient jamais l'abus ou l'exploitation financière et émotionnelle. Il est parfois nécessaire de traverser une épreuve traumatisante pour ouvrir les yeux sur la toxicité de ceux que nous aimons le plus. La reconstruction de Camille montre que fixer des limites n'est pas un acte de haine mais un acte de survie et de respect de soi. La trahison de sa mère au casino alors qu'elle était entre la vie et la mort est le point de rupture ultime qui permet enfin la libération de 9 années de servitude invisible. Si vous vous trouvez dans une situation où vous donnez tout sans jamais recevoir ne serait-ce qu'un merci, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Pensez-vous que Camille a eu raison de donner une dernière chance à sa mère lors de la fête de Chloé ou aurait-elle dû couper les ponts définitivement dès sa sortie de l'hôpital ? Partagez vos expériences sur la gestion des limites familiales difficiles.